beaucoup pour votre présence nombreuse, même en plein mois d'août, sur un élément bien sûr extrêmement important, cette fameuse loi vaccinale. L'objectif qu'ont eu Dominique Huneau et Thierry Schifano ce soir, c'est de pouvoir vous répondre en direct à toutes les questions que vous avez et autant que possible de lever tous les doutes qui restent, les informations qui circulent depuis dimanche soir, de telle façon à ce qu'on ait des réponses en direct de nos deux présidents. Et vous verrez que Thierry comme Dominique, les deux mènent également un certain nombre d'actions auprès de nos tutelles, auprès du gouvernement, pour que les choses soient le plus facile possible pour nos entreprises. Ce que je vous propose dans un premier temps dans cette visio, c'est en quelques minutes de placer les éléments marquants. Attention à vos micros. De placer les éléments marquants et importants. Je ne veux juste pas que maintenant, parce que c'est un peu un refus pour les autres. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas un refus. Une proposition Soit vous y allez, mais voilà. moi. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je n'arrête pas. C'est votre choix. Vous pouvez y aller. S'il vous plaît. Si vous voulez y aller maintenant. S'il vous plaît, nous n'arrivons. Moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre un an pour que vous soyez sûr que. Voilà, c'est l'utilisateur. Bon. Excusez-moi, je les chasse. Allez, super, je continue. Donc, je prends ces 2 petites minutes en introduction et après, j'irai directement interroger Dominique et Thierry de telle façon à vous rappeler aux uns et aux autres que je vais dire quels sont les points essentiels de cette loi. D'abord, on l'a bien vu ce week-end, que ce soit les éléments qui ont été portés par le Conseil constitutionnel ou finalement l'arrêt, les différents l'arrêt, la loi, pour l'essentiel, on la connaît, elle est applicable, c'est-à-dire depuis ce matin. Et donc, depuis ce matin, nos ambulanciers ont l'obligation de répondre à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire. La première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qui est concerné? Je réponds simplement, les personnes qui sont concernées sont bien sûr tous nos chauffeurs ambulanciers, qu'il s'agisse de nos DEA, de nos auxiliaires ou de nos conducteurs de taxi, et éventuellement les gens qui feraient partie de nos entreprises et qui ponctuellement sont sur la route et réalisent des transports. Donc, ce sont toutes les personnes qui réalisent des transports qui sont concernées. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le calendrier de la loi. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans la loi, il y a 3 périodes de temps. La première période, elle a démarré ce matin à 8 heures, elle va du 9 août au 15 septembre. Et du 9 août au 15 septembre, pour que nos salariés puissent travailler, soit ils vous présentent un schéma vaccinal complet, soit ils vous présentent un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, c'est ce que Véran a confirmé ce week-end, soit un certificat de rétablissement suite à une infection Covid-19, soit le fameux certificat de contre-indication à la vaccination. Ça, c'est la première période qui va du 9 août au 15 septembre. À partir du 15 septembre, le test antigénique ou test PCR ne suffit plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette deuxième période du 15 septembre au 15 octobre, soit le chauffeur vous présente un schéma vaccinal complet, les 2 injections, soit le chauffeur vous présente une première injection et un test PCR ou antigénique, soit le chauffeur vous présente un certificat de rétablissement ou bien un certificat de contre-indication à la vaccination. Et enfin, arrive une 3e période, celle qui démarre au 15 octobre, où là, finalement, c'est assez simple. Seul le schéma vaccinal complet est accepté, c'est-à-dire première injection et deuxième injection. Et donc, la deuxième chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces 3 périodes que prévoit la loi qui ont démarré ce matin à 9 heures, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, et ce, dès le 15 octobre, à partir de cette 3e période qui est le 15 octobre, seul le schéma vaccinal complet est acceptable. 3e point qui est important dans la loi qu'il faut bien évidemment identifier. Qui va faire le contrôle de ces documents auprès des chauffeurs? C'est très clair, c'est notre rôle de chef d'entreprise, c'est à vous, entreprise, c'est à l'employeur de faire le test, de contrôler ces documents, qu'il s'agisse de la vaccination complète ou bien du test PCR ou antigénique. 4e point que nous avons voulu vraiment mettre en évidence dans cette visio, que se passe-t-il si le salarié ne respecte pas cette loi? C'est-à-dire, que se passe-t-il si demain matin, à sa prise de service, eh bien, vous lui demandez soit le fameux schéma vaccinal complet, soit le test PCR ou antigénique, soit le document de contre-indication à la vaccination, soit le certificat de vaccination, et que face à cette demande, le salarié ne puisse pas produire le document,
la loi dit que vous devez suspendre le contrat de travail et donc suspendre sa rémunération. Et ça, le Conseil constitutionnel l'a validé il y a quelques jours, ça vaut aussi bien pour le CDD que pour le CDI. Il y a une dernière chose que je dirais concernant cette loi, et après on démarre l'échange avec Thierry et Dominique. Il y a une dernière chose que je dirais, c'est qu'on pourrait se poser la question, que se passe-t-il pour l'entreprise si jamais cette entreprise n'applique pas la loi? C'est pas trop notre truc là. Pour l'entreprise, si jamais cette dernière ne réalise pas les contrôles dont je viens de parler, en première période, en deuxième période ou en troisième période. Là, la loi dit les choses aussi clairement. S'il y a un manquement de contrôle qui est constaté, c'est 1 500 € d'amende. Et s'il y a une violation verbalisée à 3 reprises au titre du manquement de contrôle dans les 30 jours, le risque, c'est 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Voilà. Dans cette première partie de la vision, j'ai voulu peut-être un peu rapidement, mais je sais que vous avez déjà les textes sous les yeux et puis vous pourrez poser des questions à Dominique et à Thierry. J'ai voulu rapidement mettre en avant les phases principales de la loi. Et maintenant, nous allons démarrer notre échange avec Thierry et Dominique de telle façon à les faire réagir et à ce que ces derniers puissent à la fois répondre à vos questions, mais également mettre en avant toutes les actions qu'ils entreprennent tous les jours et encore ce week-end, je le sais, de telle façon à ce que les choses soient le plus simples possible pour nos entreprises. Thierry, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien déverrouiller votre micro, Thierry. La première question que je vous poserai, Thierry, et après je poserai la même à Dominique, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, donc cette loi qui est applicable dans nos entreprises dès ce matin à 8 heures, quelles sont vos réactions? Vous savez que les conséquences sont nombreuses pour vos entreprises, pour nos entreprises, pardon. Quels sont les premiers mots, les premiers conseils et commentaires que vous voudriez faire à tous nos adhérents qui sont en ligne ce soir? Thierry, c'est à vous. Thierry, est-ce que vous êtes là? Allô? Maintenant? Allez, super Thierry. Bonjour. Ouais. Tout d'abord, mes premiers mots vont vers vous, chef d'entreprise, parce que je sais que depuis ce matin, vous êtes, pour pas mal d'entre nous, dans de grandes difficultés et dans une amalgame de textes qui a été sorti par certaines ARS, par certaines presses, qui mettent un peu à mal la vie de nos entreprises. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'avec Dominique, nous avons fait un travail de fond assez important parce que depuis pratiquement une semaine, on est sur le pont pour trouver des aménagements dans nos entreprises et on va y venir tout de suite pour aborder cela. Mais mon premier truc, c'est bravo à vous. Parce que vous avez su faire face à la difficulté. Vous avez entendu des... Thierry, il y a de l'écho parce que ton téléphone est aussi allumé. Non, il est éteint, le téléphone. Ah, parce que là, on a deux intervenants. Toi en caméra et le téléphone aussi. Là, vous entendez 2 fois, toujours? Un petit peu, oui. Ça, continuez Thierry, allez-y, parlez, ça a l'air d'être mieux là. Bonjour. Là, vous m'entendez? On l'a en écho, Thierry, on vous a 2 fois. Je sors et je reviens. Allez, super. Je continue avec Dominique, Thierry, le temps que vous me connectez. C'est l'avantage d'avoir 2 présidents. Donc oui, alors Thierry était en train de faire un petit tour sur le remerciement aux entrepreneurs, mais je crois qu'on m'entend aussi en écho là, non? On entend aussi Dominique en écho. Il y a de l'écho, effectivement. Ouais, là, par contre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, donc c'est bon. un problème. C'est bon, je crois. C'est bon, Dominique, vous pouvez y aller, c'est mieux. Voilà, donc oui, Thierry était en train effectivement de rendre hommage aux chefs d'entreprise. C'est clair que vous êtes beaucoup mis à contribution dans cette période compliquée. Moi, je voudrais aussi insister quand même, parce que c'est la base de tout, mais c'est un petit rappel qui me paraît utile, sur la dangerosité de ce virus quand même, qui nous pourrit la vie depuis maintenant 2 ans et demi et qui complique considérablement les choses. On a une société qui a fait le choix de la vaccination. En tant que professionnel de santé, je pense qu'il nous appartient
de soutenir et de porter ses choix de façon à ce que l'efficacité soit maximale. Alors, c'est vrai que cette loi qui est sortie pendant la période estivale, qui est relativement contraignante, est un peu compliquée et nous met dans une situation qui peut nous paraître un petit peu insurmontable. Je pense qu'il faut rester pragmatique par rapport à cela et essayer de prendre un petit peu d'altitude et de recul de façon à ce que l'on puisse faire les meilleurs choix possibles et les meilleures interventions possibles. Je n'arrive pas à couper ceux qui sont sur certains galaxies. Essayez de le sortir. Donc voilà, donc il y a un choix qui a été fait. Je pense qu'en tant que professionnel, on doit le soutenir et on doit s'engager dans cette démarche. Alors, il est vrai que Maurice vous a expliqué, je ne vais pas revenir sur les différents critères, vous les avez. Je pense que chaque fédé communique aussi par l'intermédiaire de ces sites, toutes ces communications par rapport aux contraintes. Ce qui est important, c'est quels sont les moyens aussi qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de faciliter les choses dans les entreprises. Donc, pour l'instant, la situation, on estime un petit peu, est que on est dans une vaccination dans les entreprises qui se situe entre 50 et 60% à ce jour, et que dans le meilleur des cas, il faudrait qu'on arrive à obtenir une situation à 90% au 15 septembre et 100% au 15 octobre. Naturellement, on est dans une hypothèse un peu utopique, mais dans la situation actuelle, on estime en tout cas qu'il nous est possible d'arriver à un taux de vaccination de 80 ou plus de 80% d'ici le 15 septembre. La difficulté va très certainement se situer entre le 9 août, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour où la date d'application de cette loi, et la première échéance du 15 septembre. Puisqu'on sait que pour avoir un parcours vaccinal complet, il y a des délais qui s'imposent entre notamment le premier et le second vaccin, en tout cas la grande majorité des cas. Donc, c'est là où, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer pour nous, parce qu'on risque d'avoir des situations un petit peu plus difficiles humainement et sur lesquelles on est moins habitué, et notamment avec l'utilisation massive de tests PCR ou antigéniques. Donc, ça va être effectivement une difficulté. Maintenant, par rapport à cela, et je prends régulièrement l'exemple des sportifs, et notamment ceux que vous avez pu suivre les nuits dernières aux Jeux Olympiques, c'est des femmes et des hommes qui avaient les tests PCR quasi quotidiens, voire minimum tous les 2 jours. Donc, comme quoi, c'est quelque chose qui est faisable et que même si c'est contraignant, même si c'est fastidieux, c'est quelque chose qui est réalisable. Donc, dans ce cas de figure-là, on peut espérer que les choses puissent se passer correctement. À titre de rappel, la vaccination, il faut savoir que les salariés peuvent aller se vacciner sur le temps de travail. Ça fait partie des critères qui servent à faciliter la vaccination. De même, les tests PCR, au niveau des tests PCR, on sait maintenant que les tests PCR, les tests antigéniques et les autotests sont connus, sachant que les autotests doivent être faits sous contrôle d'un professionnel pharmacien, infirmier, médecin, et que, chose importante, les tests antigéniques, vous savez qu'on s'est battu à l'époque avec Thierry pour que les ambulanciers puissent effectuer des tests PCR antigéniques. Cette mesure est toujours d'actualité et dans le cas de figure qui se présente, c'est quelque chose qui peut aider au niveau des entreprises parce que si vous avez des ambulanciers qui sont formés pour faire ces tests, vous pouvez faire ces tests aussi dans vos entreprises, ce qui peut faciliter quand même considérablement la donne pour avoir du personnel qui répond aux normes du pass sanitaire. Donc voilà les principaux sujets, les principales actions qui peuvent être menées au niveau des entreprises pour faciliter les choses.
Après, en ce qui concerne, et il y en aura quelques-uns, mais je pense que la quantité, en tout cas sur les chiffres qu'on peut voir, n'est pas si importante que ça. En ce qui concerne les réfractaires ou ceux qui, par manque d'information, n'ont pas encore entrepris les choses, il faut penser à gérer ces problèmes individuellement, c'est-à-dire en recevant chaque personne dans cette situation, en essayant de trouver avec cette personne des possibilités d'arrangement. Alors, les arrangements, là aussi, peuvent être de plusieurs ordres, hein. Le premier, ben, c'est de passer par des tests PCR comme ceux que je vous indiquais. La seconde, si même ça, éventuellement, ils sont réfractaires, c'est de passer par des négociations en jours de congé, jours d'absence et tout l'arsenal qui est à notre disposition pour aller dans ce sens-là. Et ensuite, éventuellement, mais ça reste vraiment dans le dernier recours, la possibilité de la suspension du contrat de travail qui est prévue par la loi et qui peut être appliquée donc, à nos personnels si vraiment la situation était telle que nous ne puissions pas passer par une autre solution que celle-ci. Donc, voilà, c'est effectivement compliqué, mais je pense que la partie est jouable et qu'on peut, en se mobilisant, avancer de façon relativement sereine pour essayer d'aboutir à un taux de vaccination suffisant pour que derrière le problème soit plus facile à gérer. Donc, le vrai problème aussi, parce que ça fait partie des choses qu'on a entendues, et après je repasserai la parole à Thierry, c'est l'entrée dans les hôpitaux. C'est vrai que c'est un problème, mais en réalité, le vrai problème, c'est la possibilité de faire travailler nos personnels. La loi telle qu'elle est conçue, c'est la loi sur la vaccination qui détermine que les ambulanciers, les personnels du transport sanitaire qui sont explicitement nommés dans le texte doivent être soumis donc à l'obligation vaccinale. C'est ça qui est vraiment est le critère qui doit être le critère qui décide nos actions dans nos entreprises. C'est là-dessus que c'est cette loi qui s'impose à nos entreprises. Après, le pass sanitaire et l'entrée dans les hôpitaux est une seconde problématique qui, on en parlera tout à l'heure davantage, qui est différente. Donc, il y a vraiment deux considérations à voir. La première considération qui est purement juridique avec l'application de la loi vaccinale dans nos entreprises parce qu'on est explicitement nommé. Et ensuite, l'accès aux hôpitaux où là, on dépend de la loi sur le pass sanitaire qui est donc un autre texte, mais qui ne vient pas abroger le premier. Donc voilà un petit peu la situation, mais on rentrera plus dans le détail après. Thierry, si tu es connecté, je te repasse ta parole. Exactement. Je pense que Thierry est connecté. Thierry, vous êtes bien là? Oui, je suis bien là, mais bon, j'ai fait l'introduction avec Dominique, j'ai entendu ce que Dominique disait, donc on peut continuer, on ne va pas faire de la redite pour la redite. Simplement, ce qu'on peut rajouter, peut-être rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'avec l'action commune, et je précise bien commune que nous avons fait avec Dominique, c'est-à-dire les gens de la CNSA et de la FNMS, nous avons énormément pesé sur l'instruction qui est en cours de finalisation. Et on peut déjà dire qu'on a une période transitoire concernant l'accès dans les hôpitaux, car jusqu'au 30 août, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour entrer au sein des hôpitaux. Ça n'enlève pas notre obligation de vaccination, comme l'a dit Dominique, qu'on soit très clair là-dessus. Mais ce qu'ils ont appelé le temps de la pédagogie, c'est-à-dire que du 9 août au 30 août, on continue à pousser nos gens dans la vaccination. Mais comme nous l'avons dit depuis tout à l'heure, je peux rentrer à l'hôpital sans pass sanitaire. Et l'instruction qui est en cours de finalisation va prévoir cela, de façon à recadrer les choses qui va nous permettre d'avoir un peu plus de souplesse, au moins jusqu'au 30 août, pour pouvoir travailler. Après, se posera... Vous parlez du pass sanitaire de notre salarié et pas de notre patient. Hein. Je parle de notre salarié, comme orienté, c'est le point essentiel. Le second élément, parce qu'on a vu certaines ARS vous envoyer déjà des mails dans la soirée de hier au soir, disant « vous devez contrôler le pass sanitaire du patient ». C'est faux. On n'a pas à contrôler le pass sanitaire de notre patient. On a juste à l'informer. Le contrôle se fera au sein de l'hôpital. Et là aussi, la circulaire le prévoit clairement. Parce qu'on s'est battu avec Dominique sur le fait essentiel du problème de notre responsabilité.
ils étaient différents entre un transport de voyageurs qui prend quelqu'un qui est en bonne santé pour l'amener d'un point A à un point B. Nous, ce sont des patients qui peuvent se dégrader et il n'est pas de notre responsabilité, on a été écoutés grâce à cela, du fait de dire, attendez, moi, notre malade peut se dégrader, je ne veux pas en assumer la responsabilité. Donc, c'est le corps médical, c'est l'hôpital qui prendra cette responsabilité en cours. Nous attendons un retour de l'assurance maladie à ce niveau-là et de la DSS pour savoir quid du transport qui ne serait pas suivi d'actes de diagnostic ou de soins. Imaginons qu'on a un patient qui arrive à l'hôpital, il n'a pas son pass sanitaire, l'hôpital le refuse. Vous savez bien que ce transport ne serait pas remboursable. On est en train de se battre avec Dominique pour qu'il le soit de façon exceptionnelle, mais que ça puisse rentrer dans l'ordre. Voilà les deux premiers points qu'on peut aborder sur le pass sanitaire. Dominique, est-ce que tu veux compléter ce que Thierry a dit? Est-ce que tu veux donner des éléments supplémentaires sur les deux ouvertures qu'il vient de faire, c'est-à-dire le contrôle du pass sanitaire, c'est bien par les établissements et pas par nos ambulanciers. Et deuxième chose, le travail que vous avez fait, vos deux fédérations, pour aller chercher tenter d'aller chercher le remboursement du transport si finalement le patient ne rentre pas parce que pas de pass sanitaire. Est-ce que tu veux compléter quelque chose, Dominique, par rapport à ces deux éléments-là? Attention, ton micro, Dominique, il n'est pas déverrouillé. Effectivement, oui, on a travaillé, on travaille encore sur le sujet et on essaie d'aller chercher, à la fois de donner des indications, d'aller chercher des réponses. En ce qui concerne le contrôle du pass sanitaire, je rejoins et j'abonde complètement ce que dit Thierry. Je mettrai juste un petit rappel que malgré tout, on est quand même chargé d'un minimum de conseils au niveau de nos patients. Donc, tout ça pour dire, et si ça aussi vous permettre d'éviter de faire des fois des allers-retours pour rien, poser la question au patient si son pass sanitaire est à jour. On n'est pas dans l'obligation du contrôle, et là-dessus, c'est tout à fait positif parce qu'on refuse de supporter la responsabilité de ce contrôle. Par contre, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la responsabilité du contrôle qu'on ne peut pas éventuellement poser la question au patient si son pass sanitaire est à jour, de façon à ce que ça nous facilite la vie et qu'on soit dans notre rôle de conseil. Et autre, pour revenir encore aussi en complément par rapport à ça, je ne sais pas si c'est utile, mais je préfère le dire tout de même, c'est là aussi, le contrôle de l'identité des patients ne nous est pas autorisé. Ce n'est pas à nous de contrôler le pass sanitaire, mais c'est surtout pas à nous aussi de contrôler l'identité du patient. Hein. Donc ça, il faut aussi que ce soit bien clair par rapport à ça. Alors c'est sûr qu'on va se retrouver dans des situations inédites, hein, selon les secteurs, les hôpitaux, les régions, les habitudes des uns et des autres, les interprétations des uns et des autres. C'est sûr qu'on va se retrouver dans des situations qui vont être même parfois peut-être épiques. Alors, on a le problème que Thierry évoquait, qu'on a déjà soumis à l'assurance maladie, du patient qui va se faire refuser à l'hôpital, quid de son retour, parce que de base, il me paraît difficile de le laisser quand même devant la porte. Hein. Donc là, par contre, il y a une prise en charge à faire. Donc là, les démarches sont lancées par rapport à ça. On attend les retours. Il y a un autre aspect aussi que je voudrais mettre en avant, qui contrôle le pass sanitaire, mais là, dans nos entreprises, pas par rapport à nos patients, mais qui me semble aussi un élément important dont il faut que vous soyez conscients. C'est que dans le contrôle du pass sanitaire, les employeurs, parce que notre responsabilité aussi est de protéger nos salariés, nous devons non seulement le contrôler, mais nous devons tracer et conserver les éléments de preuve du contrôle. C'est un élément important à avoir parce que ça peut être relativement fastidieux et ça peut être relativement… ça nécessite la mise en place d'une certaine organisation parce que on peut être contrôlé a posteriori et on va nous demander quelles sont les mesures qu'on a prises et quels sont les documents qu'on a contrôlés. Donc, pour ça, il faut pouvoir garder une trace des documents qui ont été contrôlés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne le contrôle des documents, on a l'aspect de… vous avez des documents papier, des documents notamment sur téléphone avec tous anti-Covid. Tous anti-Covid, techniquement, on peut faire une photocopie ou une photo du téléphone. C'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, le problème qui se pose après, c'est qu'on est censé
scanner le QR code du document qui nous est présenté. Puisque on sait qu'il existe et qu'il circule déjà des faux passes sanitaires. Donc, normalement, et là, on attend d'avoir des renseignements complémentaires aussi de la part du ministère, des questions ont été posées là-dessus. Normalement, notre contrôle, en tout cas pour l'instant, si on veut limiter un maximum le risque pour nous et pour nos entreprises, on doit aller jusqu'au contrôle scanné du pass sanitaire qui nous est présenté. Donc ça, c'est un élément important aussi qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, oui, un autre élément aussi au niveau des entreprises qui risque de se passer quand on va commencer tout doucement, et on a commencé normalement tous depuis déjà peut-être la semaine dernière, mais au moins aujourd'hui, à commencer à contrôler nos entreprises et nos salariés et nos ambulanciers. Ceux qui vont pas vouloir jouer le jeu ou vont être complètement contre la vaccination, on risque d'avoir aussi une recrudescence des arrêts maladie. C'est quelque chose sur lequel il faut en être conscient, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc pour ça, je n'ai pas de solution pour trouver à éviter ça. La seule chose qui existe, c'est effectivement demander éventuellement au niveau de vos CPN de faire des contrôles. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre aussi et qui va arriver dans les entreprises dans les semaines, les jours et les semaines qui arrivent. Voilà. Ça a déjà commencé, Dominique, et rappelle-toi qu'on a eu le médecin conseil de l'assurance maladie sur lequel on lui a mis le tout sur la table en lui disant, écoutez, on a un vrai problème, c'est que le fait que le salarié, pour ne pas être suspendu, va se mettre en arrêt maladie, voire en accident du travail, et on a déjà vu vendredi dans certaines entreprises arriver des athées, de dire soyez vigilants sur les contrôles. Je ne sais pas s'ils auront le courage d'aller au bout de la démarche, mais je vous encourage tous à contester systématiquement tous les athées. Contestez-les systématiquement et envoyez des signaux forts à l'assurance maladie. Le second côté, ce qu'on a vu, ça nous coûte un peu d'argent, c'est d'envoyer un contrôle médical systématiquement à tous nos salariés. Et le rapport de ce contrôle médical, le transmettre à l'assurance maladie pour aller chercher les éléments. Parce qu'on va avoir un effet qui se coule l'année prochaine par rapport à ce taux d'athée qui va s'envoler. Il y a un élément sur lequel j'aimerais vous faire réagir, Thierry et Dominique, et c'est d'ailleurs un message que je vois dans le menu de discussion sur la droite de l'écran. Dominique disait tout à l'heure, c'est important effectivement que vos actions permettent de faciliter autant que possible dans cette période tellement compliquée la vie des entreprises. Et notamment, je sais que vous avez l'un et l'autre entrepris des actions pour que ces tests PCR soient le plus facile possible, que ce soit des accords avec les pharmacies, la capacité, Dominique en a un peu parlé, de faire ces tests dans l'entreprise. Mais comment ça se passe? Thierry, vous voulez dire quelques mots là-dessus, ou Dominique? Parce que c'est vrai qu'on va faire, même si ça a été augmenté toutes les 72 heures, le test PCR, il va être répétitif et ça va être lourd pour le chef d'entreprise. Et là, je sais que des choses existent sur les terrains, si vous pouviez faire témoignage de ce que vous constatez dans les entreprises. Alors, deux points. On ne peut pas toujours avoir gain de cause sur toutes nos demandes. Et on avait demandé à ce que nos salariés puissent être prioritaires aussi bien chez les laboratoires que dans les cabinets de pharmacie. On n'a pas eu une réponse sur ce sujet-là, mais par contre, la réponse qui a été apportée, on est passé de 48 heures à 72 heures. On voit la période de pédagogie jusqu'au 30 août pour ce fameux-là. Je pense que la réponse va dans cet esprit-là. Néanmoins, aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, on avait mené le combat du test PCR au niveau des entreprises de transport sanitaire. On a vu quelques entreprises former des référents pour faire les tests auprès de leurs collègues. Certaines entreprises l'ont mis en place dès ce matin. Et ça a l'air de fonctionner. Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise. On a vu aussi des petites entreprises prendre des accords avec des pharmaciens pour entrer dans ce cheminement-là. C'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a deux solutions au niveau des tests PCR. Soit vous avez la possibilité, avec votre assurance maladie, de vous arranger pour déclarer vous-même sur le CIDEP les tests PCR que fait réaliser par vos ambulanciers, ou sinon, la solution qu'évoquait Thierry, c'est avec une pharmacie
qu'elle fasse, vous fassiez les tests, qu'elle fasse les déclarations sur le site du CIDEP. Donc, et à partir du moment où ces déclarations sont faites sur le CIDEP, elles sont directement accessibles ensuite par Amélie, et vous pouvez les transférer sur Tous Anti-Covid pour avoir des passes sanitaires juste à jour. Juste, je vous donne un élément complémentaire sur lequel Thierry et Dominique, n'hésitez pas à réagir. Il est dans le menu de discussion. Depuis ce week-end, on voit que la solution d'autotest est possible avec la présence d'un membre médical. Je ne suis pas sûr que tout soit bien détaillé encore à ce stade, mais il y a peut-être aussi cette solution d'autotest avec un membre médical. Je ne sais pas encore si c'est vraiment possible et comment ça l'est. Alors, l'autotest, a priori, oui, effectivement, a été réintroduit dans les textes. Mais par contre, cet autotest doit être réalisé sous un professionnel de santé qui, là, eux, sont listés. Listés, oui, par le décret. Christine, mais c'est pharmacien, médecin. Pharmacien, médecin, biologiste médical et infirmier. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le plus simple, et c'est très rapide, un autotest, c'est à la pharmacie. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, comme le disait Thierry et Dominique, aller chercher un accord avec une pharmacie, c'est peut-être une solution qu'on voit fleurir sur le terrain. Je me permets, avant de passer à un autre sujet, Thierry et Dominique, de prendre quelques questions à la volée qui sont dans le menu sur notre droite. Une première question, on est dans le Périgord. Pour confirmation, entre le 9 août et le 14 septembre, un salarié ayant reçu sa première dose en attente et la deuxième dose doit-il obligatoirement avoir un test négatif toutes les 72 heures? Donc, je réponds oui. Effectivement, si on a un salarié qui a une seule injection, ce salarié doit, jusqu'au 15 octobre, c'est-à-dire la première et la deuxième période, avoir ce test PCR et maintenant toutes les 72 heures avec la souplesse que vient de rappeler Dominique et Thierry. Je continue avant de passer à une autre question. Salarié qui refuse un test antigénique en attendant son rappel de vaccin. Là, je pense, on peut le dire comme ça, Thierry et Dominique, si le salarié effectivement refuse un test antigénique alors qu'il n'a pas le schéma vaccinal complet, ça veut dire que mécaniquement, on est dans le cas de la suspension du contrat de travail et donc de la suspension de la rémunération. N'hésitez pas, Thierry et Dominique, si vous… Je mettrais juste un petit bémol par rapport à la… Ça, c'était jusqu'à ce qu'on reçoit le mail avec Dominique, il y a à peu près un quart d'heure sur l'instruction qui va paraître. Ça, c'est vrai à partir du 1er avril, du 1er septembre. Du 15 d'aujourd'hui au 30 septembre, au 30 août, n'oubliez pas qu'il y a cette période transitoire qui laisse de la souplesse et qui permettra de faire rentrer notre salarié au sein de l'hôpital, donc de le faire travailler, du moment au moins qu'il a eu sa première vaccination aussi. C'est pour ça qu'il faut aller par modération. C'est ça, il faut que les choses ne sont pas totalement écrites. C'est ça, il faut y aller avec modération. Il faut savoir que la suspension du contrat de travail est la dernière mesure à prendre. D'abord, il y a négociation, il y a congé, il y a toutes ces choses-là. Techniquement et juridiquement, elle est applicable. Après, on sait que il y a, puisque le ministère nous l'a effectivement confirmé tout à l'heure, il y a une certaine latence qui va être jusqu'au 30 août acceptée avec bienveillance. Mais là, pour l'instant, on n'est que dans le cadre effectivement de communication, on va dire informelle, même si elles ont quand même été écrites, c'est parce que c'est un mail, mais on est dans le cadre de communication informelle. Donc, voilà. Par contre, il faut la suspension du contrat de travail, ne vous précipitez pas là-dessus, ce n'est pas la première solution qu'il faut mettre en œuvre. D'accord, donc tu as raison de dire, Dominique, avant de se mettre en place cette suspension, les solutions de congé ou autres sont possibles avant qu'on y voit très clair dans les textes. Merci beaucoup, Dominique. Avant de passer au second sujet, je prends une dernière question pour vous, Thierry, Dominique. Si tous les patients possèdent un pass sanitaire, on est bien d'accord que le transport partagé, on continue à le faire, on le reprend, il n'y a aucun sujet là-dessus. On est bien d'accord, Thierry, Dominique, il n'y a pas de sujet là. Moi, je n'ai rien vu interdisant le transport partagé. Rien. Au contraire, un vacciné. Oui, Dominique. Je partage pour l'instant. Alors, si les personnes ne sont pas à risque, vous pouvez avoir des personnes vaccinées, mais qui restent à risque. On a fait des recherches, on est en train essayer de recalibrer les textes là-dessus, mais pour l'instant, j'ai la même interprétation que Thierry sur le sujet.
pour moi, à jour J, je ne vois pas de problématique à faire des transports partagés avec des personnes qui ont un pass sanitaire complet. Merci beaucoup, Dominique, de ces précisions. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet, avant qu'on ouvre un temps où je lirai les questions qui sont posées. Et si des mains se lèvent, je donnerai la parole, bien évidemment. Bien évidemment, cette période que va vivre nos entreprises du 9 août jusqu'au 15 novembre, cette fameuse date où la période de crise sanitaire sera terminée, enfin terminée dans les textes, hein, mais le gouvernement devra peut-être décider encore autre chose. Forcément, cette période va créer à nouveau des tensions et des difficultés pour nos patrons, Dominique et Thierry, de mettre les bons équipages dans les voitures. On était déjà un secteur où on avait du mal à recruter, des difficultés de faire venir nos salariés dans les voitures avec toutes les difficultés qu'on a. Alors forcément, cette période va rendre ces difficultés encore un peu plus présentes. Quelles solutions vous avez poussées, Dominique et Thierry, auprès de nos autorités, auprès du gouvernement, pour qu'on ait plus de flexibilité pour équiper nos véhicules? Comment on fait dans cette période qui s'ouvre et qui peut aller jusqu'au 15 novembre où ça sera tendu, même si on espère, comme l'a très bien dit Dominique, que les taux de vaccination vont monter aussi dans nos boutiques? Qui veut commencer à répondre? Peut-être Thierry et puis Dominique enchaîne. Okay. Alors, effectivement, moi aussi, j'espère qu'on arrive à 100% de vaccination. Malheureusement, je pense qu'on n'y sera pas. On sera autour de 90-95. Ça veut dire qu'on aura entre 5 et 10% d'effectifs en moins. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en tension. N'oublions pas qu'on a une séance de travail en ce moment avec Philippe Dole sur ce métier en tension pour trouver des aménagements, mais on est plutôt sur du moyen et long terme. On a poussé et on s'est servi de cela, puis pendant une période transitoire, dans l'hypothèse où l'entreprise ne pourrait plus équiper toutes ces ambulances d'un auxiliaire ambulancier et d'un DEA. Alors là, on n'a pas encore la réponse. Ne la prenez pas pour un content, parce qu'on n'a pas le retour pour l'instant, mais c'est ce qu'on a poussé. On a poussé pour que 2 auxiliaires ambulanciers pouvaient faire un équipage pour les transports programmés, c'est-à-dire pour qu'on puisse les consultations. Par contre, on a donné comme position que pour l'urgence hospitalière, l'équipage serait toujours un DEA et un auxiliaire ambulancier. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le retour de cela, ni positif, ni négatif. J'espère qu'on l'aura dans les jours à venir, parce qu'on va voir aussi la tendance telle qu'elle se fait. Par contre, là où je suis très inquiet, c'est que si on n'obtient pas ces mesures-là, on va avoir de véritables carences, non pas que sur l'urgence hospitalière, mais aussi sur les transports programmés. D'où la nécessité de trouver une position. Dominique, tu veux compléter les propos? Oui, alors vous savez que notre politique est axée quand même sur la qualification, la professionnalisation, et qu'on travaille aussi, et on l'a déjà évoqué, je pense vous en êtes conscient, sur l'attractivité du métier, qui reste la cheville ouvrière pour sauvegarder notre profession. Il faut absolument faire prévaloir nos qualifications et on travaille beaucoup dans ce sens-là. Vous savez qu'on a travaillé sur la réforme du DEA, même si on n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, et notamment au niveau du bac professionnel qu'on avait essayé d'introduire avec une formation en première intention et une qualification qui n'a pas été retenue par l'Éducation nationale. Nous travaillons quand même à la réforme du DEA, dont vous avez entendu parler. On a obtenu, et en se bagarrant de façon vraiment conjointe, et là, le fait de travailler ensemble nous a beaucoup aidé à l'introduction de notions de soins, à l'augmentation de la formation, aborder la télémédecine. On a travaillé sur tous ces aspects-là. Donc, on a une politique qui est effectivement assez orientée là-dessus. Par contre, à l'heure actuelle, effectivement, nous traversons une période qui est une période bien spécifique, avec ce marasme lié à la crise sanitaire et à ce Covid, et un moment où, si on veut être opérationnel pour remplir notre mission, il va être important qu'on ait aussi des personnes à mettre dans nos véhicules, parce qu'on aura besoin de transporter des patients et on a besoin d'être opérationnel. Dans ce cadre-là, effectivement, on a suggéré
la possibilité de trouver des aménagements sur la composition de nos équipages dans nos ambulances. Alors, notamment, effectivement, la possibilité, alors, on est dans le cadre d'une demande dérogatoire et transitoire, et on a la forme, après, on est prêt à en discuter, parce que là, c'est aussi une course contre la montre, hein. Vous savez que le temps de l'administration n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons dans nos entreprises, qui sont des fois un petit peu plus longs que nous à prendre des décisions et à avancer, et que là, on est très, très encadré par le critère temps. Donc, on est prêt à discuter et à essayer de trouver des solutions les plus pragmatiques possibles pour être le plus rapidement possible en ligne par rapport à ça. Alors, soit effectivement trouver une solution pour, dans certains cas, pouvoir faire des équipages avec 2 auxiliaires, ou trouver des possibilités pour donner accès à un DEA à certains auxiliaires, ou un DEA temporaire en attendant des confirmations, des choses comme ça. Mais ça fait partie effectivement des projets sur lesquels nous travaillons, de façon à ce qu'on puisse avoir, nous l'espérons en tout cas, et ce n'est pas toujours simple, l'ensemble de nos véhicules qui puissent être sur la route et qui puissent fonctionner. Donc ça, c'est effectivement une démarche qu'on a mis en route. Mais je précise, hein, je prends un peu de temps pour préciser tout ça, parce que, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une démarche qui a pour but parce qu'on l'a entendu, hein, de rapetisser la notion de nos qualifications, de diminuer la compétence de nos personnels. Bien au contraire, on travaille sur tous ces aspects-là, mais à un moment, il faut aussi être pragmatique et savoir prendre ses responsabilités face aux éléments. À l'heure actuelle, les éléments font que ça va être très difficile d'assumer notre rôle si on n'a pas là-dedans un petit peu de souplesse qui va nous permettre de faire face. Donc, c'est pour ça qu'on était dans ce sens-là. Merci Lomique d'avoir précisé tout cela, et bien évidemment que je souscris pleinement aux propos qui ont été tenus par Dominique, parce qu'on est exactement sur la même ligne. J'ai omis de préciser que dans la demande qu'on a formulée, ce n'est pas tous les auxiliaires ambulanciers. C'est les auxiliaires ambulanciers qui auraient minimum 3 ans d'ancienneté, qui pourraient faire fonction de DEA pour y arriver. Toutes les autres questions, j'en ai vu passer quelques-unes pour savoir la rémunération, ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est un peu tôt. Essayons déjà de capter cela et on apportera la solution. Mais sachez que cette histoire d'auxiliaire qui a 3 ans d'ancienneté, nous l'avions déjà vécu avec le CSA aménagé qui nous a bien permis en 2003 d'avoir un ballon de respiration. Donc, à nous de voir cela. Par contre, c'est une mesure transitoire et qui est bien transitoire, qui devra s'arrêter. Ça ne change rien dans notre démarche de qualification supplémentaire de nos salariés. C'est tout ce qu'on est en train de prévoir, mais par contre, il y a un état de guerre qui s'appelle le Covid-19, il faut bien qu'on puisse y répondre pour fonctionner. Parce que quand je vois certaines entreprises qui ont 5-6% de leur parc automobile qui ne tournent pas, je suis très inquiet pour eux sur leur avenir. Donc, à nous de trouver des solutions. Thierry, Dominique, on a à ce stade, il est 7h moins 10, 18h50, on a balayé tous les points qu'on souhaitait aborder. Est-ce que vous voudriez, avant que je donne la parole à la salle et peut-être des mains qui se lèvent, revenir sur 1 ou 2 points que vous souhaiteriez préciser dans tout ce qu'on a dit, ou je donne directement la parole à la salle? Oui, Dominique? Je pense que on peut peut-être laisser un peu la parole à la salle, parce que si on ne veut pas être trop long non plus pour monopoliser trop, mais ça permet un petit peu d'expression, et si on peut essayer d'apporter des réponses dans la mesure des possibilités, parce qu'on n'aura pas toutes les réponses, c'est sûr, mais je pense qu'on peut passer la parole à la salle. Il y a eu quelques questions là dans la partie discussion là qui arrive. Alors, n'hésite pas à les prendre, Guillaume, parce que j'en ai pris un maximum, mais peut-être que je voilà. Allez, Guillaume. Vas-y, Guillaume, regarde les questions. Peut-être que si quelqu'un veut poser les questions, comme le dit très bien Dominique, la règle, je lève la main. Et avec Guillaume, on devrait voir la main se lever et donc vous donner la parole. Si quelqu'un veut lever la main, il est le bienvenu pour poser des questions à Thierry, à Dominique en direct. Alors, attendez, moi je peux commencer peut-être, je vais remonter, hein, mais cette question de Maud Dupuis qui nous demande, dans un cas extrême, combien de temps peut durer l'absence sans salaire? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, Dominique, je sais qu'on a aussi Gilles qui est en ligne, je le vois là, il peut aussi compléter vos propos, Thierry et Dominique. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Jusqu'où peut aller cette suspension de la rémunération?
Ouais, je vais laisser la parole à Christine sur le sujet. J'ai mon avis, mais je vais parler sous son contrôle et Gilles pourra peut-être dire quelque chose derrière. Rien dans rien dans le texte de loi. Le texte de loi va jusqu'au 15 novembre. Je crois que c'est En réalité, le 15 novembre, c'est la date de fin de la situation d'urgence. Si C'est la cette date date est de fin reportée, de ça devrait être voilà. reporté avec, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de date butoir. parfait. Gilles, n'hésite pas à compléter, mais il me semble que c'est exactement ce qu'on s'est dit dans l'après-midi. Hein. Dans d'autres questions, attendez, n'allez pas trop vite, hein, sinon je ne vois plus les questions. Éric Boquet, peut-on archiver les tests PCR pour d'éventuels futurs contrôles? Oui. Ah, Bazin. Dominique a donné la réponse tout à l'heure. Vas-y, Dominique. Oui, oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. On peut être contrôlé a posteriori, donc il faut garder des traces des contrôles qui ont été effectués. La seule précision que j'amènerais, Guillaume, à ce que vient de dire Dominique, parce que j'en ai parlé avec Gilles cet après-midi, c'est que Dominique a parfaitement raison. Il faut garder, on peut garder, nous, patrons, tout ce qui est les documents de statut vaccinal. Par contre, attention, les documents, le fameux certificat de contre-indication à la vaccination ou le certificat de rétablissement, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas le faire, nous, patrons. Il faut dire à notre salarié de l'envoyer à la médecine du travail et on irait vers la médecine du travail en cas de contrôle. Voilà, petite nuance. Même si je ne suis pas sûr que dans nos entreprises, on ait beaucoup de certificats de contre-indication. Bon, mais voilà, une petite précision par rapport à ce qu'a dit Dominique. Oui. Attendez, une question encore en discussion. Après, je donnerai la parole à Yann Kaiser. Hein, je vois qu'il a levé la main. Oui. Alors, en ce qui concerne l'UPH, en attendant, donc, si on a un manque de personnel formé, vacciné ou présent, quelle est notre marge de manœuvre au regard de la garde départementale? Thierry, Dominique, vous avez la réponse? Je ne sais pas si on a vraiment de la marge de manœuvre à ce stade, mais… Malheureusement, je pense que la réponse, il n'y a pas de marge de manœuvre. Les choses continuent à fonctionner. Tout ce qu'on espère, c'est que la garde départementale se transforme très rapidement en réforme de l'UPH. Mais il faut encore être un peu patient, apparemment. Par contre, si les entreprises se retrouvent en difficulté, qu'ils prennent le devant en envoyant un mail à l'ARS et au SAMU, qui ne peuvent plus assurer leur garde parce que manque de salariés réfractaires à la vaccination. Oui, effectivement, Thierry, tu as 100% raison. Les ARS qui peuvent contrôler les entreprises, il faut aussi prendre les devants vis-à-vis d'eux. Ça vous permet aussi de vous couvrir. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos ARS. Ouais, tu as raison. Alors, on va donner la parole à M. Kaiser. Vous pouvez activer votre micro. Oui. Bonsoir à tous. J'ai une petite question par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Si j'ai bien compris, on part du principe que pour tous ceux qui ont eu la première injection, on va dire qu'il y a on a une fenêtre de tir qui est, il ne devrait pas se faire contrôler à l'entrée des hôpitaux. Donc, éviter éventuellement le test PCR toutes les 72 heures jusqu'au 30 août. Nous, par exemple, chez nous, au 30 août, ils seront tous vaccinés, enfin tous, à 90%, avec le délai des 7 jours derrière. Mais légalement, normalement, même avec la première dose, si j'ai bien lu le texte qui est paru ce week-end, il devrait quand même, enfin, il est de notre responsabilité de vérifier les tests PCR et antigéniques toutes les 72 heures. Donc, d'un côté, il faudrait être un peu laxiste, ce que je comprends, et puis je pense que ce qu'on devrait être nombreux à faire quelque part. Mais l'autre côté, en cas de contrôle, alors que ce soit médecine du travail, RS, inspection du travail, je ne sais pas qui est en train de nous contrôler là-dessus, quelle est notre position finalement? Oui. Lorsqu'on lit le mail qui nous a été adressé ce soir, on te parle bien d'une circulaire, une instruction qui est en cours de finalisation qui prévoit cela et qui met ce temps sur… Ils ont contourné le texte de loi en parlant de pédagogie. On ne tape pas tout de suite, on laisse faire, on essaie d'organiser les personnes. Et c'est à nous, pendant ce temps des 15 jours qui nous arrivent, de vraiment faire beaucoup de pédagogie avec nos salariés pour aller dans cette vaccination. Et effectivement, c'est un plus qu'on a pu obtenir et qui nous permet de souffler jusqu'au 30. Ça ne nous empêche pas notre obligation de faire vacciner nos salariés, parce que ça, c'est la loi. Mais on a un peu cette période transitoire souplesse qui va nous permettre d'y arriver, qui est nouveau par rapport à ce que le texte prévoyait et qui est sorti samedi. Et on est d'accord, Thierry, attendons d'avoir le texte vraiment écrit pour qu'on puisse être clair là-dessus. Hein.
Je suis d'accord, mais oui, je suis d'accord. Mais quand ils se sont permis d'écrire que le texte en cours de finalisation prévoit ça, et ça l'amène sur tout le monde, parce que vous avez entendu déjà ce matin pas mal d'assouplissements arriver, les 72 heures, la semaine de transition, de contrôle. On voit bien que ce gouvernement n'a pas le poids politique pour appliquer les vraies règles. Donc, il cherche toujours à bouger. Vous avez des messages PDA. Oui, je pense qu'effectivement, ils ont annoncé officiellement que la première semaine, il n'y aurait pas de contrôle et tout ça. Donc, la première semaine, on devrait être à peu près tranquille. Là, maintenant, on voit qu'ils essayent de tenir à peu près jusqu'au 30 en jouant un petit peu sur la confusion des textes. Voilà, donc pour l'instant, la loi, elle est telle qu'elle est. On sait que derrière, il y aura des tolérances et a priori, les informations qu'on a, dont on attend la confirmation, mais qui ont quand même été écrites, puisque je le disais tout à l'heure, c'était un mail, hein, donc nous dit que jusqu'au 30, on ne devrait pas être trop embêté. Après, ça reste toujours une responsabilité du chef d'entreprise hein, d'assumer ça. Peut-être qu'il y en a un dans un endroit isolé, il y aura un contrôle qui viendra contredire ça. Après, à ce moment-là, ça sera à ce moment-là de voir. Mais la situation à l'heure actuelle se présente comme ça. Merci Dominique. Il y a une autre main qui s'est levée, Guillaume. Je me permets de… Oui, la parole David Argentin, oui. Voilà. David, vas-y, à toi, on t'écoute. Oui, c'est gentil, merci de me donner la parole et bonsoir à tous. Au-delà de nos responsabilités de contrôle de chef d'entreprise et de la responsabilité individuelle de nos salariés qui ne sont pas censés ignorer la loi tout autant que nous, reste la problématique de la mise en œuvre par les directeurs d'établissement. Parce que sur Limoges, on a entre la polyclinique et le CHU de Limoges 2 politiques différentes qui ont été mises en place dès aujourd'hui, avec la polyclinique qui a fait des contrôles aussi bien au niveau des patients que des accompagnants, interdisant l'accès aux accompagnants qui n'avaient pas le pass sanitaire, et le CHU de Limoges qui, lui, était moins regardant et laissait passer à peu près tout le monde, ne contrôlant que les patients. Et on a également des directeurs d'EHPAD qui, eux, vont dans leur protocole imposer le pass sanitaire pour quelque entrée que ce soit. Donc, finalement, comment gérer la situation qui risque d'être conflictuelle entre ce délai qui pourrait nous être accordé entre aujourd'hui et le 30 août pour mettre en place l'ensemble de nos personnels sous passe sanitaire et ces responsables d'établissement qui, eux, nous interdiraient l'accès sous l'égide de la loi qui vient de passer. La question est une bonne question. On va avoir autant de situations que ce qu'il y aura de personnes qui voudront fixer leur pouvoir, entre guillemets. C'est pour ça que dès l'instruction sur laquelle on sera copie, on vous la transmettra par les réseaux habituels, soit de la CNSA, soit de la FNMS, pour que vous puissiez les avoir avec vous et essayer déjà d'aller saisir l'ARS, écoutez, faites appliquer l'instruction, parce qu'elle s'adresse en priorité à eux. Là, aujourd'hui, le fait qu'on ait anticipé cela avec Dominique depuis un certain temps nous permettre dans la boucle et d'arriver à le pousser. Mais c'est ce que je disais en début de séance, il va falloir qu'on s'arme de courage et de patience parce qu'on va avoir des difficultés dans tous les sens, et avec les hospitaliers, et avec nos salariés, et tout le monde va en profiter pour mettre la zizanie. Je reprends les questions écrites. Une question de Georges Idemont. Les réfractaires au vaccin peuvent-ils se voir proposer une inaptitude à tout poste? Ce n'est pas le sens. Ouais. Parce que alors là, ça va engager que Thierry Schifano et en tant que citoyen et pas en tant que président de fédération et surtout pas dans ce temps-là. Mais est-il normal que la seule façon qu'on ait pour sortir de la pandémie où nous sommes, c'est le vaccin, et que ce soit encore la société qui prenne en charge les non-vaccinés? Quand je dis la société, je m'explique, leur donner des indemnités de licenciement et donner le chômage. Je crois que ça suffit, il faut qu'à un moment donné, on est là. C'est pour ça que l'esprit de suspendre le contrat de travail peut être intéressant, parce que le mec, il faudra qu'il tienne 1 à 2 mois sans rémunération. C'est dur ce que je dis, mais je trouve que c'est la seule façon qu'il peut y avoir. Ils ont trouvé la parade par l'arrêt maladie et les athées. Mais ça va être assez complexe. Et moi, je m'opposerai, en tant que citoyen, je ne parle pas en tant que président de fédération, à licencier une personne pour qu'il puisse bénéficier du chômage et encore de beaux jours heureux devant lui.
sur le compte de la princesse, entre guillemets, de la princesse et de nos entreprises. Bon, pour être purement pragmatique, c'est une décision du médecin du travail. Elle s'applique à nous. Maintenant, elle peut être contestée. Hein. Et les médecins du travail qui iraient dans cette démarche-là méritent très honnêtement d'être dénoncés parce qu'ils vont à l'encontre de toute logique et de toute volonté politique et toute logique citoyenne. Donc, voilà, j'aurais rien d'autre à rajouter. Merci. Alors, il y a d'autres questions auxquelles on a déjà apporté une réponse. Je voudrais juste peut-être donner la parole à Patricia parce qu'elle a écrit beaucoup de questions tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle a eu réponse à tout. Et comme c'est passé assez vite, je ne vais pas peut-être tout relire. Patricia, est-ce que vous êtes là? Non. Un micro, non. Bon, sinon, on en passe à une autre. Mais Le temps que Patricia arrive, Guillaume, il y a une autre question. Le pass sanitaire est-il valide aussitôt la deuxième injection ou seulement 7 jours après cette dernière? Le délai de 7 jours, hein, Thierry Dominique est toujours là, et donc ça veut dire qu'à la deuxième injection, c'est 7 jours après, on est dans un schéma vaccinal complet. Moi, je suis là, Pierre. Ah, Patricia, ça y est, on... Oui, Patricia, pardon. Alors, je sais que vous avez posé beaucoup de questions, Patricia. Essayez peut-être de les regrouper. Vous avez eu des réponses déjà. Bonsoir à tous et à toutes, tous les collègues. Alors, nous sommes à La Réunion. Nous avons une réalité qui est un peu plus compliquée que la vôtre, puisque le pays est petit, les gens mourent beaucoup et ils se vaccinent très peu. Donc, du coup, nous avons effectivement beaucoup de problématiques au niveau des arrêts de maladie, de complaisance, bien entendu, si on veut, on peut le dire, mais on le dit. Par exemple, dans mon entreprise, on a sur 8 salariés, j'en ai 2 vaccinés. 2 en passe de le faire, les autres, c'est le flou artistique. Donc, il y a plein de choses pour moi et pour mes collègues. Cette gestion devient vraiment lourde et compliquée. On a des contrôles un peu partout qui se font, notamment au CHU Sud, qui ce matin nous a fait des contrôles surprises et pour les personnels, et pour les accompagnants et pour les patients. Ça s'est fait un peu par bribes, mais ça se fait et la tolérance est soi-disant, pas trop démise. On ne verra pas la suite. La problématique qui se pose, les questions que je posais sont simples, c'est-à-dire le doute que j'avais, c'était le suivant. On dit dans les textes que les transports d'urgence, en général, les situations d'urgence ne sont pas soumis à… Enfin, les patients qui sont transportés en urgence ne sont pas soumis au pass sanitaire, si j'ai bien lu et compris le décret. Mais l'équipage, lui, doit quand même toujours être présenté le pass ou pas dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la garde? Oui, ils doivent aussi présenter le pass pendant la garde. Donc, même si ils doivent le passer. Avec ce qu'on a eu comme mail tout à l'heure, cette tolérance jusqu'au 30 août. D'accord. Donc, il faut bien qu'il y ait encore que l'établissement en question soit-elle CHU ou clinique privée, parce que c'est 2 façons de gérer bien différentes. Et la complaisance de nous l'expliquer. On verra par la suite. L'autre doute que j'avais, c'est concerné la technique, c'est un peu plus technique peut-être, c'est concerné la suspension du contrat de travail. C'est-à-dire le texte dit, si je ne m'abuse, alors le salarié qui décide de toute manière, qui manifeste sa volonté précise de ne pas vouloir se faire vacciner, ni même de se soumettre à aucun test que ce soit, donc antigénique, PCR, ou test validé par un professionnel de santé, ainsi de suite, on faut donc lui notifier sa suspension. Et 3 jours après, 3 jours travaillés, il faut le reconvoquer pour lui dire non, voilà, c'est ça que j'avais le doute, parce que je me disais, si on le reconvoque, entre-temps, la suspension court toujours, elle ne court pas. Non, il n'y a pas 3 jours pour l'obligation vaccinale pour les transporteurs sanitaires. Donc, il n'y a pas 3 jours. En fait, à partir du moment où il vous a dit qu'il ne voulait pas se faire vacciner et vous donner un test, quel qu'il soit, à ce moment-là, vous le convoquez, vous essayez de lui faire entendre raison. Si vous n'y arrivez pas, s'il ne veut pas prendre de vacances, à ce moment-là, vous pouvez lui signaler sa suspension. Mais je vous conseille de faire très attention, c'est-à-dire que si vous lui signalez une suspension du contrat de travail, expliquez-lui que
et par écrit, que vous le faites parce qu'il a tout refusé, qu'il ne vous a pas présenté et que vous le faites parce que la loi est ainsi. Ça, c'est clair. Et d'où découle ma deuxième question, c'était de dire donc, c'est écrit encore sur le décret, on doit notifier par tout moyen. Oui. On dit bien tout moyen. Oui, mais en droit, on dit toujours tout moyen, mais l'écrit est quand même le mieux. Non, certainement. Mais quand on parle de clé, est-ce qu'à l'ère du numérique, peut-on considérer… Moi, j'ai déjà préparé des documents écrits à soumettre au personnel et à faire signer en cas de refus de vaccination, de présentation de tests, pour qu'on me dise, ben, moi, je ne suis pas d'accord, je préfère m'en aller, ou je préfère pas m'en aller parce qu'ils n'ont pas démissionné, mais je ne ferai rien du tout. Si la personne ne signe pas, donc on passe au moyen habituel, c'est-à-dire… On en discutera demain si vous voulez, mais voilà, je ne pense pas que vous deviez faire signer quoi que ce soit à vos salariés. Si vous prenez acte de la situation qui est celle-là. Mais on en rediscutera demain si vous voulez. Non, éventuellement, effectivement, Christine, reparlez-en demain. Ce qui est important, moi, ce que je dirais par rapport à l'intervention, c'est que, attention, n'allez pas trop vite. Les inspections du travail aussi savent qu'il y a des tolérances, donc n'allez pas trop vite dans les suspensions de contrat. Faites attention par rapport à ça. Par contre, ce que je remarque de vos interventions des uns et des autres, c'est que même dans les secteurs où les contrôles ont été mis en place, ils s'adressent exclusivement aux patients et aux accompagnants. Donc, c'est donc quand même que par rapport aux ambulanciers, ça s'est un petit peu détendu. Donc, c'est bon signe. Pour l'instant, mais ici… Oui, non, mais ça ne durera pas, c'est sûr. Ok, merci Patricia. Il y avait plusieurs questions relatives au licenciement. Je vais essayer de les regrouper, mais en tout cas, bon, la dernière, c'était après le 15 novembre, pour les personnels non vaccinés, faudra-t-il prévoir des licenciements et si oui, sur quel motif? Il y avait d'autres questions qui étaient à peu près similaires sur le licenciement. Je crois que pour cette question-là, il faut qu'on attende la doctrine qui devra sortir, à mon avis, courant septembre, octobre, pour pouvoir le faire. Et c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Et comme l'a dit Dominique, attention, ne sortez pas la suspension comme le 49.3. Allez-y, modération. C'est bon, Thierry, t'es mûr. 49.3, c'est bon, t'es prêt. T'as vu? Je m'améliore. Mais par contre, ce que je vous propose, parce que l'heure qu'on avait prévue, on avait dit qu'on se resterait 1 heure avec nous, ça fait 1h10. On pourrait peut-être prendre les 2 dernières questions et après suspendre notre travaux, sachant que nos 2 fédérations se tiennent à votre disposition pour renseignements supplémentaires. Oui, alors 2 dernières questions. Il y en a une, la dernière, mais je crois qu'elle a été répondue déjà. Peut-on demander aux salariés un document écrit s'ils refusent le vaccin ou un test PCR? Christine a répondu tout à l'heure. Oui, ça a été évoqué. Oui. Et je remonte un petit peu. Quelle sera la rémunération pour les auxiliaires de transition? Mais là, c'est pareil. C'est beau pour y répondre, mais si on arrive à avoir gain de cause sur ce point-là, bien évidemment que ça sera abordé et il me semblerait logique que s'ils font fonction, qu'il y ait soit une prime, soit certainement une prime de fonctionnalité pour les mettre à niveau du DEA, ce qui me semblerait logique. Mais rien n'est écrit pour l'instant, rien n'est fait. On n'a toujours pas le retour de l'acceptation de notre proposition. Question un peu plus générale cette fois. Que répondre aux ambulanciers réfractaires qui sont choqués d'être considérés comme soignants au moment de la vaccination et qui ne l'étaient pas au moment de la prime Covid? Alors là, je réponds très clairement, il faut arrêter de se flageller ou de s'auto-flageller. Les ambulanciers, depuis quasiment le tout début de la crise du Covid, ont été considérés comme du personnel de santé. Au contraire, la crise du Covid a même permis d'encore accentuer notre position dans la chaîne de soins. Donc, voilà. Alors, je sais que certains l'ont ressenti comme ça parce qu'il y a eu aussi beaucoup de communication à tort et à travers sur le sujet et qui étaient complètement contradictoires par rapport aux actes qu'on voyait sur le terrain. Et notamment, on a pu le voir à travers les informations, la presse et tout, comme quoi les ambulanciers avaient à la fois été considérés comme personnel de santé et ont rempli leur rôle.
Donc maintenant, il n'y a pas de différence. On est professionnel de santé à l'époque. On a souffert avec eux quand c'était les moments difficiles. Et là, ben, on est comme eux aussi, on a les contraintes. Et il ne faut pas croire dans les hôpitaux. Je pense qu'ils doivent se gratter la tête au moins autant que nous, parce que leur problème d'effectifs doit être aussi relativement compliqué à gérer. Donc voilà. Allez, une toute dernière question, après on arrête. La CEPAM va-t-elle prendre en charge tous les tests PCR? Il y a une date butoir qui a été fixée, qui me semble être, je parle sous contrôle des juristes, jusqu'au 15 septembre, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de les prendre en charge à une certaine date. Il me semble que c'est le 15. Mais j'en suis pas certain. Il y avait Christine, la date. micro. Christine, votre micro. Oui, alors je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas lu, je vous avoue. Donc, il faut que je vérifie. Ça a été annoncé en tout cas qu'ils allaient Oui, arrêter. ça a été de les prendre en annoncé, charge. mais je ne l'ai pas lu. Voilà. Okay. J'ai vu une question qui m'a interpellé à la va-vite, là, c'est le risque de se voir retirer notre agrément pour défaut de réponse à l'urgence. C'était ce que demandait le SAMU et l'ARS. J'ai vu une truc tourner comme cela. Et effectivement, on voit dans certaines ARS, notamment dans l'Aquitaine, où il y a cette pression qui est mise. Et c'est pour cette raison-là que je vous propose, dès lors que votre entreprise est en difficulté, d'écrire à l'ARS, au SAMU pour l'exprimer, de nous adresser, ou le cas échéant, de renvoyer, qu'on ait un dossier pour pouvoir défendre, pas le cas échéant, mais pour pouvoir défendre si on devrait avoir ce fonctionnement-là. Mais attention, on a vu aussi dans certains cas les deux trucs où des ambulanciers avaient abusé du Covid, soi-disant pour arriver à pas monter la garde. Donc, il faut être pareil, y aller par parcimonie, faire attention. Guillaume, peut-être la dernière question, elle est importante. Dominique et Thierry ont dit, un ambulancier me demande si le temps passé à faire le test est pris en charge dans le temps de travail. Oui. Voilà, c'est indiscutable, c'est oui. C'est dans le texte de loi. Oui. Après, si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, à nous consulter, consulter les services juridiques des deux fédérations, on vous répondra aussi. Je crois que maintenant, avec la technologie, ça nous permet d'avoir des réunions, des journées, des moments d'information tels que des échanges tels que celui qu'on vient d'avoir. Donc, c'est des choses qu'on pourra refaire éventuellement si les informations bougent, si la situation évolue et qu'on a des informations différentes ou à vous faire passer. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire remonter vos questions parce que derrière, ça nous permet aussi de structurer un petit peu à la fois nos échanges, nos réflexions et de voir un petit peu où est-ce qu'il faut qu'on oriente nos actions. Voilà, mais en tout cas, en ce qui me concerne, merci à tous de votre présence et de votre attention. Et surtout, donc, n'hésitez pas à la fois à vous rapprocher de vos fédérations. Si vous êtes embêté, n'oubliez pas d'interroger vos ARS et faites-nous monter vos expériences et vos difficultés de façon à ce qu'on puisse être le plus pertinent possible. Merci. Merci à tous. Merci. Juste, Laurent, j'ai vu ta question. Ce que je propose, c'est qu'on s'en parle par la suite. Merci à vous tous. Merci.